Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission Santé aujourd'hui sur TVZ Africa, nous vous disons bonsoir. Aujourd'hui, nous vous proposons d'échanger autour de la déformation du pied la plus fréquemment rencontrée dans le monde. Cette maladie est appelée le pied beau. Vous le savez certainement, lorsque nous recevons l'information que nous attendons un bébé, cela constitue l'un des plus beaux cadeaux qui puissent nous être faits. Cependant, lorsque le bout de chou nous vient avec une déformation et nous vient avec un pied qui est un pied beau, ce cadeau paraît quelquefois un peu moins beau quand on s'aperçoit justement de cette déformation. Souvent déboussolés face à ce constat et ne sachant pas s'il y a des solutions à cette situation, les parents se laissent au découragement et quelquefois ils sont en proie à la culpabilité. Et pourtant, au Burkina Faso, des solutions, il en existe. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec nos invités. Et il s'agit de Dr Oubda Faisal. Bonsoir. Dr Oubda Faisal est médecin et il est manager du programme Pied Beau au niveau du centre hospitalier Chifra. Nous recevons également Dr Balima Eli. Bonsoir docteur. Bonsoir. Docteur Balima est médecin et il est spécialisé en chirurgie générale et il est le directeur médical du programme Pied Beau basé également au niveau de l'hôpital Chifra. Alors, avant de commencer, nous allons peut-être demander à docteur Balima de juste nous préciser un peu ce que c'est que la chirurgie générale. Ok, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir aux téléspectatrices. Et c'est une joie réelle d'être sur votre plateau pour parler du pied beau. Alors, la chirurgie générale, elle se propose de traiter chirurgicalement, on va dire comme ça, toute pathologie, bien sûr, qui requiert un traitement chirurgical, quelle que soit sa localisation. Voilà. Donc, le chirurgien général est apte à traiter une boule que vous sentez sur votre tête, comme si vous la sentez dans votre ventre ou si vous la sentez au niveau de votre pied. Je prends l'exemple d'une boule, ça peut être une autre pathologie. Donc le chirurgien général ne se cloisonne pas à un organe donné ou à un appareil donné, mais il est apte par ses compétences, ses connaissances à pouvoir solutionner un certain nombre de pathologies chirurgicales, quelle que soit la localisation. C'est ça la chirurgie générale. Contrairement aux autres disciplines chirurgicales qui se cloisonnent à un organe ou à un appareil, la chirurgie générale s'intéresse à tout l'être humain dans son ensemble, tous les organes dans leur ensemble. Ok. Voilà. Merci beaucoup, docteur Balima, pour cette précision. Alors, avant d'en venir à la définition du pied beau avec docteur Oubda, nous allons vous proposer un petit élément vidéo et que je vais vous demander de suivre avec nous. Le pied beau est une malformation congénitale courante qui tord le pied vers l'intérieur et vers le bas. Il peut affecter un ou deux pieds. Dans la plupart des cas, la cause est inconnue. Chaque jour, près de 500 enfants naissent avec le pied beau dans le monde. Beaucoup sont traités avec succès. Un pied beau non traité provoque un handicap à vie. Il est essentiel que les enfants avec un pied beau soient identifiés et traités dès la naissance pour éviter ce handicap à vie. Le pied beau est la déformation du pied la plus courante. Elle touche davantage de garçons que de filles. Cela affecte les enfants dans leur développement. À cause de cette déformation, ils ne peuvent ni marcher, ni même porter des chaussures correctement, ou encore poursuivre des activités normales, comme aller à l'école ou faire du sport. Il est important d'agir très tôt. Quand Judith est née avec un pied beau, la communauté s'est retournée contre elle. J'avais du mal à marcher. Les gens parlent sur vous quand vous passez. Ils vous regardent et cela vous angoisse. La communauté pense que vous êtes ensorcelé. Ce n'est pas normal. Vous perdez beaucoup d'opportunités.
Son bébé Maximilien ne connaîtra pas les mêmes difficultés qu'elle a dû affronter, parce que le traitement est disponible. La fille d'Ariani, Isabella, est née avec un pied beau. Mais après le traitement, âgée de presque 2 ans, elle marche normalement. Nous avons découvert que notre fille avait un pied beau à sa naissance. J'étais triste et désolée parce que j'étais ignorante. Ma fille a de bons pieds maintenant. Jamais je n'avais entendu parler du pied beau avant. Alors quand on m'a dit que ma fille l'avait, j'ai pleuré. J'étais découragée. J'attendais un joli bébé en bonne santé. Le personnel médical m'a assuré que mon enfant serait soigné. Au début, nous pensions que notre fils ne marcherait pas. Nous n'avions jamais vu de pied beau avant, mais quand le médecin nous a dit qu'il y avait une solution, je me suis rassurée. Le traitement pour le pied beau est appelé la méthode Ponseti. Cette procédure... Alors, comme nous avons pu le voir, nous avons une description de ce qu'est le pied beau, mais nous allons revenir à Dr Oubda pour avoir une description venant de lui très brièvement. C'est quoi le pied beau? Alors, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit précédemment, le pied beau, c'est une déformation ou une malformation congénitale, c'est-à-dire qu'il est présent à la naissance et c'est l'une des déformations congénitales les plus fréquentes dans le monde. Et il faut dire que dans cette déformation, les pieds, au lieu d'être positionnés normalement, sont tournés vers l'intérieur, voilà, et vers le bas à la fois, en termes simples. Et la déformation est fixée, ça veut dire que si vous essayez de ramener le pied dans sa position normale, il y a une résistance. Et on parle en termes médicaux de pied beau, varus, équin, congénital. Nous aurons l'occasion de voir ces termes-là en détail. Et si on ne le traite pas, malheureusement, cela va occasionner un handicap grave. Parce qu'en grandissant, l'enfant, au lieu de marcher sur la plante des pieds normalement, il va marcher sur le dos du pied qui n'est pas réservé pour cela. Ok, d'accord. Mais quand on voit cette malformation, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce qui explique la survenue de cette déformation? Docteur Balima, vous voulez nous aider? Oui, je pense que cette préoccupation est légitime de savoir comment c'est arrivé, d'autant plus que le bébé vient au monde avec déjà cette malformation. Alors, il faut dire que plus de 90% des cas de pieds beaux qu'on observe à la naissance n'ont pas de cause connue. C'est ce qu'on appelle pieds beaux idiopathique. Quand en médecine on dit idiopathique, ça veut dire qu'on ne connaît pas la cause, on n'a pas identifié une cause. Et c'est la majeure partie des cas, donc plus de 90% des cas. Alors, et dans seulement les 10% environ, il y a une cause. Et c'est ce qu'on va appeler pieds beaux secondaire, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans un contexte d'autres malformations. Voilà. Et donc on pense qu'il y a certainement une origine génétique parce qu'on observe couramment que si une mère par exemple a eu un pied beau à la naissance, on peut observer ça au niveau de ses enfants. Un de ses enfants peut présenter le pied beau. Donc on pense qu'il y a une origine génétique qui est certainement là. On pense qu'il y a aussi des facteurs environnementaux qui pourraient expliquer cette survenue-là. Mais dans la plupart des cas, on ne retrouve pas de cause et en dehors donc de la malformation du pied, l'enfant est tout à fait normal. Voilà. Maintenant, il y a bien sûr dans la communauté d'autres tentatives d'explication. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Okay. D'accord, déjà on peut noter que ce n'est pas une histoire de malédiction parce que beaucoup de femmes pensent avoir être des femmes maudites, c'est pourquoi leurs enfants naissent avec ça. Ce n'est pas une malédiction. C'est ce que j'étais en train d'avancer. Dans nos communautés, malheureusement, il y a beaucoup d'histoires autour de la question qui malheureusement débouchent sur des bannissements même, sur des considérations qui ne malheureusement pas permettent pas vraiment la prise en charge de cette pathologie. Donc je pense que ce n'est pas ainsi. En tout cas pour le moment, la médecine continue ses recherches. Certainement que lorsqu'on trouvera précisément la raison, ça permettra d'apporter des solutions pour éviter cette maladie-là, si je peux dire ainsi. Merci beaucoup. Docteur Oubda, on revient à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques éléments pour reconnaître un pied beau à la naissance?
Alors, merci beaucoup. Il faut dire, comme Dr Balima le disait, que le pied-beau est présent partout dans le monde entier. Dans l'élément vidéo, vous l'avez vu, sur le continent africain, le continent européen, américain, asiatique, etc. Il y a 4 déformations principales au niveau médical qui permettent de reconnaître le pied-beau congénital. Alors, ces 4-là peuvent être présentes à la fois ou à des degrés divers. Et lorsque nous prenons le modèle plastique que nous avons ici, nous pouvons voir que c'est un bébé qui est couché et on voit son pied à partir de la partie inférieure. Et donc, on a ce qu'on appelle l'acronyme CAV. Le C pour le cavus, cela veut dire que l'arche du pied que nous voyons ici est exagérée. Et c'est comme si le pied était tordu en deux et au milieu, il y a une fente. Okay. Donc, ça, c'est le cavus. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'adductus. Lorsqu'on regarde la partie antérieure du pied, qui va de ce qu'on appelle le tarse et les métatarses et les orteils, on voit que cette partie antérieure du pied-là est courbée vers l'intérieur, au lieu d'être normalement vers l'avant. Donc c'est vers l'intérieur. Les os du pied sont courbés vers l'intérieur. Vers l'intérieur, okay. Voilà. Donc on peut dire que les orteils, la partie antérieure du pied sont vers l'intérieur. Okay. Alors ensuite, vous avez ce qu'on appelle le varus du talon. Lorsque on regarde le talon du bébé, à partir de la partie postérieure du pied, l'arrière du pied, au lieu que le talon soit normalement dans la même ligne que l'os du tibia, voilà, ou la jambe, on voit que le talon est tourné vers l'intérieur aussi. Donc, il suit les orteils pour être tourné vers l'intérieur. Donc, ça, c'est le varus du talon. Et vous avez enfin ce qu'on appelle l'équinisme ou l'équin, en relation avec les pieds, en tout cas, de cheval, pour dire la racine équestre, voilà. Pour dire que comme le talon est tourné vers l'intérieur et le pied, l'avant-pied est pointé vers le bas, voilà, c'est comme si on avait un pied de cheval. Donc c'est ça l'équinisme. Donc ce sont les 4 déformations caractéristiques qu'on va rechercher pour qualifier si c'est un pied-beau congénital ou pas. Mais ces 4 déformations peuvent être présentes à des degrés divers et on va les apprécier selon un score dit de Pirani. Ok. Merci beaucoup. Docteur Balima, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les répercussions de cette déformation chez un enfant? Ok, il faut dire que le pied-beau, effectivement, lorsque cela va se produire dans une famille, a d'énormes conséquences. Rien que quand on considère sur le plan psychologique, il va y avoir la stigmatisation. Très vite, la femme est stigmatisée parce que c'est elle qui a donné naissance à un enfant qui n'est pas bien formé. Voilà. Et puis plus tard, cet enfant aussi va vivre de la stigmatisation au milieu de ses camarades parce que ses pieds ne sont pas normaux. Voilà. Et ça va être difficile à supporter sur le plan psychologique. Mais il y a également sur le plan physique, fonctionnel, parce qu'un pied a un rôle, c'est pour marcher. Alors, s'il n'est pas en bonne position, la marche ne va pas être évidente. Elle va poser d'énormes difficultés. Alors, quand vous considérez le pied normal, on marche sur la plante des pieds, parce que la peau de la plante des pieds est faite pour cela. Alors, quand on est en présence d'un pied beau, vous allez vous rendre compte que l'enfant ou la personne marche sur la face dorsale, là où la peau est fragile. La personne marche sur ça. Donc, ça va générer beaucoup de douleurs, ça va générer beaucoup de plaies. La marche va être quasiment difficile et par conséquent, dérouler les activités de la vie quotidienne, ça va être également difficile. Si vous prenez un jeune homme qui marche comme cela, imaginez les conséquences sociales, économiques. Il ne pourra pas travailler. Bon, bien sûr, aujourd'hui, on dira qu'il ne pourra pas taper dans le ballon. Et ça va créer pas mal de problèmes donc, sur le plan économique. Ça va être des handicapés, ça va être des personnes stigmatisées. Et voilà. Donc, des opportunités que ces personnes-là ne pourront pas avoir à cause donc, de ce handicap qu'est le pied-beau. Ok. Mais docteur Oubda, est-ce que c'est vrai que les garçons sont plus fréquemment concernés par le pied-beau que les filles? Alors, merci. Au niveau de tous les centres de traitement, en tout cas, que nous avons, les statistiques montrent que, non seulement au Burkina Faso, mais dans d'autres pays, dans d'autres continents, que les garçons sont 2 fois plus touchés que les filles. Cela veut dire que vous avez entre 65 à 70% de cas de pied-beau chez les garçons et vous avez 30 à 35% de cas chez les filles. C'est un constat qu'on a fait. On ne sait pas encore pourquoi cela est ainsi.
cela n'empêche que la maladie est présente dans les deux sexes. Maintenant, il faut faire plus de recherches pour essayer d'approfondir la question et savoir pourquoi ce sont les garçons qui sont plus touchés que les filles. Et il faut dire que ça nous permet de faire un trait d'union pour dire, comme Dr Balima le disait, qu'il y a souvent la stigmatisation, l'accusation à l'endroit des femmes, des mères, parce qu'elles portent la grossesse. On les accuse d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, alors que nous constatons que les garçons sont plus touchés que les filles. Donc c'est un paradoxe. C'est bien dit, un très joli trait d'union. Donc nous voyons ici que cette déformation se rencontre dans les deux sexes, que ce soit le garçon ou la fille, mais avec la prédominance chez le garçon, sans pour autant que jusqu'aujourd'hui nous n'ayons vraiment la raison, ce qui puisse expliquer cela. D'accord, mais est-ce que vous pouvez nous donner des statistiques qui nous présentent l'ampleur de cette maladie dans la population burkinabé? Merci beaucoup. Alors, il faut dire que en partant du niveau mondial, chaque année, on a autour de 174 000 enfants qui naissent avec le pied-beau congénital dans le monde entier. Et malheureusement, en 2017, les statistiques ont montré que seulement 20% de ces enfants avaient un accès à un traitement de qualité dans les pays en voie de développement, comme le Burkina Faso. Seulement 20% d'accès. Dans les pays développés, l'accès est proche de 100%. Parce qu'ils ont des centres de formation, ils ont des centres de santé avec des agents de santé déjà équipés pour le traitement dès la naissance. Au niveau du Burkina Faso, nous avons constaté avec les chiffres du Global Club Foot Initiative, qui réunit tous les acteurs mondiaux du pied-beau, qu'il y a au bas mot chaque année 958 enfants qui vont naître avec cette pathologie. 958 enfants, presque 1000. Et si l'on apporte ça au niveau des naissances, on considère qu'il y a un cas de pied-beau pour 806 naissances vivantes. Un cas de pied-beau pour 806 naissances vivantes dans nos maternités. Et dans la moitié des cas, ça sera les deux pieds qui seront touchés, c'est-à-dire bilatéral. Et dans l'autre moitié des cas, ça sera un pied qui est touché, c'est-à-dire unilatéral. Donc voici un peu les chiffres que nous pouvons donner en termes de statistiques pour ce qui concerne le Burkina Faso. On peut ajouter également l'accès au traitement qui tourne autour de 20%, comme je le disais. Ok, au Burkina également, sur les près de 1000 cas que l'on rencontre annuellement, c'est autour de 20% qui bénéficient du traitement, c'est ça? Oui, c'est ce que nous avons constaté dans les chiffres que nous collectons au niveau des 7 centres principaux de traitement qui sont soutenus par le programme Pied-Beau. D'accord, ok. Donc on comprend par là que la pathologie peut être traitée, c'est ça? Et comment est-ce que le traitement peut se faire, docteur Balima? Ok. Donc j'aimerais qu'on parle beaucoup plus de malformation. Ok, d'accord. Au lieu de maladie, d'accord. On parle de malformation, c'est un handicap que ça va générer. Okay. Alors, donc concernant le traitement du pied-beau, je pense que c'est bon qu'on retienne une seule chose, c'est la méthode Ponseti. Okay. Voilà, c'est un médecin américain, Ignacio Ponseti, je ne me trompe pas, hein, donc qui a mis au point ce traitement-là. Voilà. Et on a donné l'appellation, la méthode Ponseti pour le traitement du pied-beau. Voilà. Et il faut dire qu'il y a eu d'autres méthodes, mais si on considère l'accessibilité, le coût, la faisabilité, la possibilité de dupliquer, de reproduire ça, c'est la méthode qui sied le plus et qui est économiquement rentable, qui a de meilleurs résultats aussi, il faut le dire. Voilà. Donc la méthode Ponseti, ça consiste en deux phases essentiellement. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de correction. Donc Dr Oubda a parlé des différentes déformations du pied. Voilà. Donc on va à l'aide de plâtre et à l'aide de manipulation du pied, corriger progressivement cette malformation. Généralement, autour de 1 mois, maximum 2 mois, pour un enfant, un nouveau-né de moins de 2 ans, on a déjà une correction de cette déformation. Bien sûr, en suivant comment la malformation a été constituée, il y a la technique qui est enseignée, mais c'est à l'aide de plâtre, il faut que les parents comprennent cela, et de manipulation, on arrive dans une première phase à corriger. Maintenant, à la fin de cette correction, par des manipulations, par le plâtre, il y a une petite intervention chirurgicale qu'on fait, ce qu'on appelle la ténotomie. C'est pour permettre de redresser le pied, parce qu'on a parlé d'équinisme, comme un pied de cheval, voilà, qui plonge en bas. Donc il faut permettre qu'il se relève.
Et là, on a un tendon qui est là, que tout le monde connaît, le tendon d'Achille. Donc la ténotomie va consister à le sectionner. C'est une petite intervention qu'on fait pour permettre donc la dorsiflexion, voilà, que le pied puisse se relever aisément. Et ensuite, la deuxième phase donc, du traitement pour la méthode Ponseti, c'est ce qu'on appelle la phase de maintien. Parce que quand on corrige, il faut maintenir. Sinon, il y a le risque de récidive. Voilà. Parce que chez l'enfant, les ligaments sont encore souples. Si on ne maintient pas, la déformation peut se reconstituer. Voilà. Et donc, on explique aux parents qu'il faut, après, assurer ce qu'on appelle le maintien. Et là, on porte des attelles. Ce sont ces attelles que vous avez ici. Okay. Voilà. Donc, dans un premier temps, l'enfant va porter ces attelles-là 23 heures sur 24. Voilà. Pendant 3 mois. Et puis, après, jusqu'à l'âge de 5 ans, l'enfant va porter cette attelle-là juste pendant son sommeil. Voilà. Parce qu'on estime que si l'enfant porte jusqu'à l'âge de 5 ans, après, la récidive est presque inexistante. Parce que les ligaments se seront déjà bien constitués, ces articulations se sont solidifiées, donc il y a moins de risques que la déformation ne se reconstitue. Mais avant, si on ne va pas jusqu'à maintenir avec ça, il y a le risque que ça rechute. Donc il est très très important, cette dernière phase de maintien là, c'est vraiment quelque chose de capital. Tout à fait, pour le succès du traitement, pour ce qui concerne la méthode Ponseti. D'accord. Alors, certainement, nous vous remercions beaucoup pour ces explications qui ont permis à beaucoup de personnes de comprendre. Mais nous savons qu'il y a également des gens qui sont plutôt visuels. Et pour cette raison, nous allons suivre ensemble un élément vidéo sur la méthode Ponseti que je vous invite donc à regarder. Le pied-bot est une déformation courante qui tord le pied vers l'intérieur et vers le bas. Elle affecte les enfants partout dans le monde, dès la naissance et souvent aux 2 pieds. Les garçons sont souvent plus touchés que les filles. Cette déformation peut être corrigée en 4 à 8 semaines avec la méthode Ponseti, qui implique 2 phases principales, la correction et le maintien. La méthode Ponseti est extrêmement efficace si elle est effectuée correctement. Nous pouvons garantir son taux de réussite dans presque 100% des cas. Avant chaque séance de traitement, le pied est évalué à l'aide du système de score de Pirani pour mesurer la sévérité du pied-bot. La correction est la première étape de la méthode Ponseti qui comprend la manipulation, le plâtrage et la ténotomie. Le pied est d'abord légèrement manipulé pendant 1 minute pour étirer les ligaments et déterminer la meilleure position pour le plâtrer. Dès que l'enfant est né, nous pouvons commencer la méthode Ponseti. À ce moment, on constate que les ligaments et les tendons sont très souples, donc il est facile de les manipuler et les étirer. Un plâtre est ensuite appliqué par 2 cliniciens pour maintenir la position tendue du pied. Les plâtres recouvrent la jambe totalement, partant de l'orteil à l'aine, avec le genou plié à un angle de 90 degrés. Lorsque les parents ramènent l'enfant à la maison, ils doivent le mettre à l'aise et vérifier que ses orteils ne se gonflent pas ni ne changent de couleur. Le plâtre doit rester sec et propre et ne pas glisser du pied de l'enfant. Un nouveau plâtre doit être appliqué chaque semaine pendant environ 4 à 6 semaines, car chaque plâtre déplacera lentement le pied vers la position correcte. Joël, le petit garçon de Yeidi, est actuellement dans la phase de plâtrage. Ce n'est vraiment pas une bonne expérience car l'enfant est assez mal à l'aise avec le plâtre et ce n'est pas facile de le baigner. Au début, nous étions très inquiets, mais j'ai découvert que tout irait bien et jusqu'ici, tout va bien. Donc, je suis heureuse. Dans les cliniques pied-bot, les cliniciens et les conseillers voient les enfants à différents stades du plâtrage. Du 2e, 3e, 4e, 5e et même du 6e plâtre. Ça évolue bien. Je suis là pour une ténotomie. Elle est au stade de plâtrage. La ténotomie est la prochaine étape de la phase de correction.
Il s'agit d'une procédure simple et sûre. La ténotomie est une petite intervention chirurgicale pour libérer le tendon du talon serré. Nous devons injecter une anesthésie locale afin qu'elle permette au pied de s'élever au-dessus de la cheville pour aider l'enfant à bien marcher et normalement. La ténotomie est une étape très importante que nous réalisons sur presque tous les enfants. Après la ténotomie, le plâtre final est appliqué pour 3 semaines. Le maintien est la deuxième et dernière étape de la méthode Ponseti, qui nécessite que l'enfant porte une attelle spéciale pour maintenir la position du pied et empêcher au pied-bot de revenir. Cela s'appelle une attelle d'abduction des pieds. Elle a 2 chaussures et une barre pour maintenir les pieds fixes en position. Les enfants doivent porter l'attelle 23 heures par jour pendant 3 mois, puis seulement la nuit et aux heures des siestes, pendant au moins 12 heures par jour jusqu'à l'âge de 5 ans. Pendant cette période, il est essentiel que les parents suivent les instructions du clinicien, car ils devront eux-mêmes mettre l'attelle à l'enfant chaque jour et s'assurer qu'elle est portée pendant la bonne période, même si l'enfant pleure. Si ceci n'est pas suivi, le pied-bot peut récidiver. Après le port initial d'attelle, la famille doit revenir à la clinique pour vérifier celle-ci 1 à 2 semaines plus tard, puis pour un autre contrôle après 4 à 6 semaines. Ces contrôles ont ensuite lieu tous les 3 mois jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans, puis tous les 6 mois jusqu'à ce que l'enfant ait 5 ans. C'est notre dernier plâtrage aujourd'hui. Mon enfant de 9 mois a commencé à porter des attelles durant 3 mois, jour et nuit. C'est bien de venir ici et de rencontrer d'autres mères afin de savoir leur parcours et de savoir qu'elles viennent durant 2 ans ou 1 an. Voir les enfants marcher tout autour vous donne l'espoir que votre enfant marchera normalement, comme tout autre enfant. À mon arrivée, la clinique m'a accueilli. Ils ont commencé avec la phase de plâtrage. À la séance suivante, j'ai commencé à avoir de l'espoir. Les choses vont très bien maintenant et j'ai de l'espoir pour mon enfant. Les enfants nés avec un pied-bot n'ont pas besoin de mener leur vie avec un handicap. S'ils sont traités tôt avec la méthode Ponseti et suivent toutes les instructions du clinicien, étape par étape, ils peuvent avoir une vie normale, active et sans douleur. D'accord, comme nous venons de le voir, la méthode Ponseti, les 2 principales phases pour le traitement, ça semble quand même assez contraignant pour les parents, mais aussi pour le bébé, mais c'est un mal nécessaire. Et nous voyons également, selon cet élément vidéo, que le taux de guérison est assez intéressant. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez rencontré des cas de récidive dans votre expérience? Effectivement, je pense que quand on a une bonne cohorte d'enfants suivis, on ne manquera pas des cas de récidive. Et dans la cohorte que nous avons, malheureusement, on observe déjà des cas où on peut parler de récidive. Voilà. Et cela pour plusieurs raisons. Voilà. Vous l'avez vous-même relevé que ça a l'air contraignant. Et pour cela, vous avez des parents qui, pour des raisons données, n'arrivent pas à venir régulièrement à la clinique pied-bot pour les suivis et qui sont portés disparus, on va dire comme ça, des perdus de vue et qui nous reviennent donc souvent à un âge où l'enfant est déjà avancé en âge avec le pied-bot qui a récidivé parce qu'ils n'ont pas achevé le traitement. Donc, est-ce qu'il faut même parler de récidive? Mais on considère que ça n'a pas marché. Ou il y en a qui n'ont pas à la phase de maintien avec les attelles d'abduction, qui ne comprennent pas qu'il faut aller jusqu'à 5 ans. Lorsque l'enfant se met à marcher, la famille applaudit et puis on délaisse cet objet-là parce qu'on trouve que c'est contraignant. Et puis après, on est surpris que la récidive. Donc la récidive, c'est une réalité, même dans notre pratique. Mais la raison, ce n'est pas la méthode qui n'est pas efficace, mais c'est pour la contrainte qui fait que beaucoup de parents ne reviennent pas pour qu'on puisse assurer le succès du traitement jusqu'au bout. Ok.
Wow, donc c'est contraignant, très chers parents, mais c'est un mal nécessaire comme on le disait. Donc pour ceux qui sont dans la situation, veuillez à suivre les recommandations qui vous sont données par les agents de santé qui prennent en charge vos enfants. C'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on peut dire que ce traitement est disponible partout dans les différents services de pédiatrie du Burkina? Parce qu'on a beaucoup de CMA avec des services de pédiatrie, mais est-ce que ce traitement est disponible dans ces différents centres? Bon, je pense que le docteur doit réagir, Okay, mais juste souligner que ce n'est pas le coût du traitement, en fait le coût du traitement proprement dit, qui est la cause des abandons. Mais c'est pour des raisons la plupart du temps familiales. Voilà, sinon il va revenir sur le traitement, il est offert gracieusement. En tout cas, le plâtre, la ténotomie et ce matériel-là, la famille ne débourse pas 1 franc pour l'acquérir. Mais bien sûr, pour venir à la clinique, ça c'est la charge de la famille. Pour un séjour à Ouagadougou ou dans un centre où cela se pratique, il y a un coût. Et bon, pour d'autres raisons familiales, voilà. Docteur Ouda. Donc, on parlait de la disponibilité du traitement dans les différents centres pédiatriques. Merci beaucoup. Alors, il faut dire que vu le fait que le traitement est assez contraignant, il y a tout un package qu'il faut mettre en place, un service technique qu'il faut mettre en place pour traiter ces enfants-là. Ce qui fait que certainement dans certains services de pédiatrie, ceux qui ont eu en tout cas à pratiquer la méthode Ponseti essaient de le traiter. Mais lorsque derrière vous n'avez pas les attelles d'abduction du pied, lorsque derrière vous n'avez pas une équipe étoffée avec un chirurgien pour faire les ténotomies par exemple, avec des kinésithérapeutes ou des infirmiers entraînés à faire le plâtre, il va sans dire que vous aurez des échecs, en tout cas la plupart du temps, et ça décourage les parents. Mais au niveau du programme Pied-Beau qui est né en 2017, grâce à un partenariat entre l'hôpital protestant Chifra au Burkina Faso, qui est le partenaire d'implémentation, et la structure américaine Hope Walks, ce traitement-là est disponible et gratuit. Gratuitement. Voilà. Normalement, il devrait coûter autour de 200 000 francs CFA, mais ce partenaire-là nous aide avec les attelles que Dr Balima montrait tout à l'heure. Il nous aide avec le plâtre, tout ce qui est matériel de prise en charge, même la ténotomie, de sorte que les parents n'ont pas à débourser 5 francs pour avoir accès à ce traitement. Parce qu'on sait que la plupart, en tout cas des Burkinabés, ne sont pas capables peut-être de débourser une telle somme pour avoir ces soins-là. Et il faut dire que nous avons axé notre intervention sur l'aspect partenariat avec des hôpitaux locaux. Donc il y a 7 centres dans cette région du Burkina qui sont partenaires de ce programme-là. Vous avez l'hôpital Chifra à Ouagadougou, vous avez le CHU Sorosanou à Bobo avec le professeur Bandré et son équipe. Vous avez également le centre médico-chirurgical pédiatrique Persis de Waiguia avec le docteur Zala. Vous avez le centre Espoir au niveau de Fada. Vous avez la clinique docteur Sedego au niveau de Léo. Et vous avez le CHR de Tenkodogo au niveau de l'unité de kinésithérapie où nous sommes en partenariat avec HI. Et enfin, vous avez le centre médico-chirurgical Morija de Kaya où, en tout cas, nous fabriquons également ces attelles-là et il y a une unité de traitement. Donc, ce sont les 7 centres de traitement qui sont partenaires où il y a des équipes qui sont formées. Elles sont formées, elles sont supervisées trimestriellement pour s'assurer de la qualité. Et elles bénéficient aussi de tout ce qui est consommable et intrant pour que le traitement soit gratuit. Et comme le traitement est contraignant et long, il faut dire que nous avons ajouté en tout cas un 3e pied à cela parce que l'équipe médicale forme un pied, les parents un pied. Et nous avons les conseillers parentaux qui forment le 3e pied pour le succès du traitement. Ce sont des personnes qui sont issues de la communauté que nous avons en tout cas formées pour un soutien psychosocial au niveau de ces parents-là. Lorsque les parents viennent au niveau des centres de traitement Pied-Beau, ce sont ces conseillers qui les accueillent, qui les expliquent le traitement avec des mots simples qui ne sont pas des mots médicaux, dans leur langage local pour qu'ils puissent comprendre. Et ces conseillers parentaux-là sont le lien entre les familles et les agents de santé qui n'ont pas le temps souvent d'interagir beaucoup avec les familles. Et comme le traitement est long, ces conseillers-là sont chargés de faire des visites à domicile même au niveau des familles pour les encourager. Et pour ceux qui, en tout cas, ont des rendez-vous qu'ils ratent, ils leur téléphonent même, ils vont souvent à domicile pour les ramener au niveau du centre de traitement pour que le traitement puisse connaître une bonne adhérence et un succès in fine. Voici un peu comment on peut parler de l'accessibilité du traitement à notre niveau. Wow, c'est très intéressant. On retient ici
aussi que le traitement, bien que contraignant et coûtant normalement cher, est offert gracieusement aux populations. Donc, pour ce qui concerne le coût, les parents n'ont pas de souci à se faire. Il suffit juste de se rendre dans les cliniques Piedbot. Vous avez tout à l'heure donné les centres dans lesquels on peut les trouver et ils vont bénéficier d'une prise en charge complètement gratuite. J'insiste vraiment là-dessus pour que les parents ne se laissent pas freiner, arrêter par les questions de coût. D'accord. Mais qu'est-ce qui est fait? Puisque la méthode semble bien marcher, qu'est-ce qui est fait pour vulgariser cette technique auprès des centres de santé au niveau du Burkina? Ok. Je pense que, comme il l'a si bien dit, une équipe de prise en charge Piedbot est une équipe multidisciplinaire. Il y a des infirmiers, il y a des médecins, il y a des chirurgiens de différentes spécialités, chirurgiens pédiatres, traumato, orthopédistes. Il y a des kinésithérapeutes, voilà. Il y a même des conseillers parentaux dont il a parlé. Et donc, notre objectif, à travers la formation, c'est d'équiper, c'est d'outiller, c'est de donner des aptitudes, des compétences à toutes ces personnes-là. Donc, un axe stratégique, c'est la formation. Voilà. Et depuis 2017, on forme beaucoup de personnel dans les différents centres qu'il a cités. Et je pense que ça va se poursuivre selon les disponibilités vraiment financières et tout cela. Alors, l'autre aspect aussi, c'est vis-à-vis du personnel, vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis des élèves. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est en vue par rapport à ça. Permettre que dès les écoles de santé, les universités, que les étudiants ou les élèves soient équipés par rapport à cette question du Piedbot. Pour que, voilà, si quelqu'un se retrouve dans un CSP quelconque, qu'il sache qu'il y a une prise en charge qui existe. Et vraiment, on est toujours en train de faire tout pour que, à travers les supervisions dont il a parlé, pour maintenir la qualité même de la prise en charge. Donc, formation, qualité, supervision, sensibilisation, voilà les axes sur lesquels nous évoluons pour permettre qu'un grand nombre de centres de santé soient impliqués dans cette prise en charge du Piedbot. Et pour ajouter à ce que Dr Balima disait, il faut dire que pour l'accès au traitement, nous sommes en partenariat avec le ministère de la Santé et d'autres structures locales, y compris les centres de traitement dont nous parlions. Donc, il serait fastidieux de lister tous les partenaires du programme ici. Sinon, avec le ministère de la Santé, nous avons ce qu'on appelle les sensibilisations à l'endroit des agents de santé dans les maternités où naissent les bébés, pour que dès la naissance, les sages-femmes, les gynécologues, les pédiatres puissent reconnaître le Piedbot et le référer vers le centre de traitement le plus proche où l'enfant sera pris en charge. Parce qu'il faut dire qu'il faut commencer le traitement avant l'âge de 2 ans. Parce qu'après 2 ans, les tendons et les ligaments sont raides, le pied devient raide et il devient très compliqué à traiter par cette technique-là. Et il faut aller par des chirurgies qui sont beaucoup plus complexes, plus coûteuses, avec des résultats moins satisfaisants. Donc, il y a cet aspect de sensibilisation à l'endroit des agents de santé. Il y a cet aspect de sensibilisation à l'endroit des étudiants en médecine, des étudiants dans les écoles de santé dont Dr Balima parlait. Il y a la formation annuelle des équipes de traitement Piedbot qui sont installées dans nos 7 centres de traitement que nous faisons. Ce sont des formations de recyclage, des formations de remise à niveau pour que la qualité soit au top. Il y a la sensibilisation communautaire, ce qui nous réunit cet après-midi aussi à travers les médias, à travers les radios, les télévisions. Et je saisis la balle au bon pour remercier la chaîne de télévision TVZ pour en tout cas ce plateau qui nous est offert pour toucher le maximum de personnes possible. Donc voici un peu le paquet qui est mis pour que, en tout cas, cette technique soit vulgarisée au niveau de tous les centres de santé et de la communauté au niveau du Burkina. D'accord. Mais tout à l'heure, quand vous étiez en train de lister l'ensemble des centres qui sont concernés par la prise en charge, je n'ai pas entendu parler du CHU Yalgado ni du CHU pédiatrique. Est-ce que ces grands centres prennent en charge les cas de Piedbot? Oui, je peux dire qu'ils prennent en charge les cas de Piedbot parce que nous-mêmes, dans notre formation médicale, nous avons bénéficié des enseignements de nos maîtres. Voilà, au niveau de Yalgado, vous avez le professeur Ilbodo, qui fut l'un des pionniers à commencer à traiter les cas de Piedbot. Vous avez le docteur Nakulma et bien d'autres après eux. Voilà. Au niveau du CHU pédiatrique Charles de Gaulle, vous avez le professeur Wandaogo avec son équipe et vous avez le professeur Isso Wedraogo également. Et dernièrement, je crois qu'il y a eu un étudiant en médecine qui a soutenu sa thèse au niveau de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle sur les cas de Piedbot.
Voilà. Et il y a eu un nombre de cas répertoriés autour de 200 cas de Pied-Beau. Mais il faut dire que la stratégie du programme Pied-Beau, c'est de nouer des partenariats, mais vu la limite des moyens, il y a un centre par région. Okay. Maintenant, lorsque les moyens nous permettront d'élargir à plus d'un centre par région, certainement, ces gros centres universitaires-là viendront en tout cas enrichir le lot des centres de prise en charge. Donc, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Docteur Balima peut-être peut ajouter. Non, c'est pour dire que si vous vous dirigez à l'hôpital pédiatrique, le programme HopeWorks ne prend pas en charge là-bas. Oui. Donc là-bas, vous allez subir voilà, leur tarification. Okay. Mais si vous vous adressez à un centre HopeWorks où HopeWorks est partenaire, les 6 centres dont il a fait question, là, la prise en charge est supportée par le partenaire et c'est gratuit. D'accord. Voilà, donc c'est un peu là, il faut que ça soit clair pour que quelqu'un ne se rende pas à Yalgado et puis dit que non, la prise en charge du Pied-Beau, on a dit que c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit partout. C'est gratuit là où les centres sont en partenariat avec le partenaire, voilà, HopeWorks. D'accord. On reste avec vous. Est-ce que vous avez une adresse à l'endroit des praticiens de santé qui rencontrent souvent des cas de Pied-Beau et qui se retrouvent impuissants? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? C'est vraiment les encourager à saisir l'opportunité qu'il y a à permettre que les parents puissent bénéficier de la prise en charge de leurs enfants. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité et il faut les orienter le plus tôt possible. Voilà. Dès la naissance, aussitôt l'enfant qu'on a accueilli, il faut l'adresser à un des centres où la prise en charge est gratuite, le plus tôt possible. Okay. Voilà. D'accord. Docteur Oubda, quel est votre cri de cœur que vous voulez adresser aux autorités qui nous suivent certainement par rapport à l'amélioration de la prise en charge des cas de Pied-Beau? Alors, à l'endroit des autorités et à l'endroit de la population en général, toute personne qui a un pouvoir de décision à quelque niveau qu'il soit, c'est leur dire ce chiffre, 958 enfants naissent chaque année avec cette pathologie au Burkina. Un cas pour 806 naissances. Et seulement 20% ont accès au traitement. Ça veut dire que nos moyens sont limités et nous avons besoin de soutien. Si quelqu'un veut par exemple parrainer les soins d'un enfant, il peut venir à notre niveau et nous allons lui montrer comment faire parce que les soins d'un enfant pour une année de traitement coûtent en moyenne 200 000 francs CFA. Donc il y a des possibilités de parrainer des enfants, il y a des possibilités de nous soutenir à travers la sensibilisation média comme vous le faites, il y a bien d'autres possibilités. Et également en détectant un enfant qui a le Pied-Beau dans votre voisinage, dans votre communauté, vous participez également à ces soins-là. Et il faut dire que en 5 ans d'existence, donc depuis décembre 2017, ce programme a pu traiter au bas mot 800 enfants qui étaient atteints du Pied-Beau et ils ont été traités gratuitement dans les 7 centres qui ont été listés tout à l'heure. Mais lorsque vous voyez 800, c'est beaucoup, mais si vous ramenez ça à 958 naissances chaque année, ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire encore. Donc nous demandons le soutien de tout un chacun et nous remercions en tout cas nos partenaires, nous remercions le ministère de la Santé ainsi que TVZ qui nous accueille cet après-midi. D'accord. Donc, nous sommes au terme de notre échange. Donc, docteur Balima, est-ce que vous avez un mot de fin? Non, simplement vous dire merci, docteur Nassouri, pour ce que vous faites. Ça contribue vraiment à l'amélioration de la santé des Burkinabés. Parce que quelqu'un va nous entendre ce soir et demain sera confronté à ce problème et il a sa solution toute trouvée. Il va s'adresser à notre centre et cet enfant ne va pas rester handicapé toute sa vie. Il va pouvoir fonder une famille, il va pouvoir mener sa vie, peut-être devenir un grand footballeur qui va faire la renommée du pays. Yes. Donc, vous saluer, vous remercier et vous dire tous nos encouragements. Encore merci à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices aussi. Merci bien. Docteur Oubda, un dernier mot? Oui, pour moi, le dernier mot, c'est de dire que le Pied-Beau n'est pas une fatalité, ce n'est pas une malédiction. Il ne faut pas accuser X ou Y. Il faut simplement venir vers les 30 centres de traitement et vous aurez la solution. Et il faut également dire que pour ce qui concerne, en tout cas, l'accès au traitement, les familles les plus vulnérables qui n'arrivent même pas à avoir le transport pour venir, nous avons la possibilité aussi de les soutenir un peu pour qu'ils puissent avoir le transport pour venir rejoindre les centres de traitement. Donc c'est pour dire que le Pied-Beau n'est pas une fatalité. Rien ne doit être une barrière pour l'accès au traitement du Pied-Beau congénital.
Ok, merci beaucoup. Donc, nous recevions pour vous aujourd'hui Dr Oubda Faisal, qui est manager du programme Piedbo au Burkina Faso, et le Dr Balima Eli, médecin spécialisé en chirurgie générale et qui est le directeur médical du programme Piedbo. Avec eux, nous avons découvert ou appris un peu plus sur les Piedbo et les possibilités de traitement qui existent pour cette malformation congénitale que nous ne devons pas vivre comme étant une fatalité. Avant de clore cette émission, nous aimerions répéter juste ceci. Les enfants nés avec des Piedbo ne sont pas condamnés à vivre handicapés. Mais pour cela, il est essentiel que ces enfants soient identifiés et traités dès la naissance pour éviter justement ce handicap à vie. En espérant que vous avez pris plaisir à partager ces moments avec nous, je vous dis bien le bonsoir.